Yo les amis, aujourd'hui on va faire une petite vidéo réaction à la vidéo d'Oussama Hamar. Pourquoi est-ce aussi dur de scaler en France? Il a mis un thumbnail où il écrit impossible de réussir en France pour l'interrogation. Et moi, comme je suis expatrié depuis 10 ans et que j'aime bien clasher la France, et ben cette vidéo je pense va me faire réagir. Je ne l'ai pas encore regardée, on va la regarder ensemble. Lui aussi a décidé, comme vous le savez, de s'expatrier à Dubaï. On a de plus en plus, si vous êtes sur les réseaux, si vous êtes un peu dans le make money game, on a de plus en plus de gens qui s'expatrient pour faire du business ou qui veulent faire du business pour pouvoir s'expatrier. Et voilà, et c'est vrai que toute la question des taxes en France, du mindset en France, qui sont des bloqueurs, sont des questions qui reviennent souvent. On va essayer de chercher à savoir ce qu'Oussama Hamar a à en dire et puis je vais faire ma vidéo réaction. Et voilà, je vais donner mon avis. Donc on commence tout de suite, c'est parti. J'ai envie de prendre leur tête et de l'éclater sur le coin de la table. C'est que jeudi, je refais une conférence. Alors déjà, c'est à 20 h heure française. Et maintenant, il y a 3 heures de décalage avec Dubaï. Ça fait donc 23 heures ici. Il y a un truc qui me fait rire sur cette conférence, c'est il y a un mec qui m'a écrit un message. Et souvent, quand tu as beaucoup de haters, bah, tu t'habitues. Tu peux pas être... si tu passes ta vie à être trigger par les haters, tu peux pas vivre. Mais de temps en temps, Même des fois, les haters vous faites rire. Ça peut être une source de motivation, les haters vous faites rire. Mais là, j'ai l'impression que ou bien le hater lui a donné l'idée de faire la vidéo, ou bien en gros, il faisait sa pub en mode ouais, je vais faire une conférence. Il y a encore un mec qui l'a insulté, bien sûr. Et ça l'a saoulé, il s'est dit je vais mettre les choses claires sur table. On va écouter la suite. il y a un mec qui te trigger. De temps en temps, il y a un mec qui appuie un point et tu sais pas pourquoi. Est-ce que c'est personnel? Ah voilà, il a directement admis la chose. Est-ce que c'est parce que ça renvoie à quelque chose ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas vraiment d'explication psychomerguez, mais c'est factuel de temps en temps, Psycho merguez. qui que tu sois, même si vraiment t'en as rien à battre, il y a un moment, ça te trigger. Et le mec m'a dit, ouais, j'ai vu ta pub pour la conférence Scale with Us. D'ailleurs, je fais une aparté, c'est que moi, dans le Oussama Hamar, c'est un des GOAT du Make Money Game. Désolé pour les anglicismes et le jargon. Mais voilà, c'est une des têtes d'affiche du milieu, gagner de l'argent en ligne français. Et j'avoue que très souvent, quand je tombe sur des entrepreneurs en ligne francophones, pas américains, parce que je regarde aussi énormément d'américains, tout de suite, ils me saoulent. Ils me saoulent tout de suite, je trouve qu'ils sont fake, je trouve qu'ils sont trop jeunes, je trouve qu'ils racontent la même chose que tout le monde. C'est pas du tout la même vibe, la même énergie que quand je regarde des trucs dans le monde US et j'ai envie de les baffer. Oussama Hamar, c'est un mec, quand tu arrives dans la vidéo, tu as envie de le baffer parce que tu sais que c'est un mec qui a percé en racontant d'énormes mythos. Tu sais que c'est un mec qui a plus ou moins, enfin, il a eu des histoires de malversation, il a pioché dans la caisse, etc. Tu sais que c'est un mec qui, finalement, c'est pas juste un entrepreneur qui s'est lancé, qui a gagné de l'argent et qui t'en parle. C'est un mec qui a un passif et qui, sans doute, on ne sait pas si derrière, c'est le même personnage que devant. Mais devant, c'est-à-dire le personnage que tu entends parler, encore une fois, tu rentres dans la pièce, tu as envie de lui dire mais arrête de te foutre de notre gueule. Et en fait, tu commences à te parler avec sa dégaine de gros nounours. Et tu dis ouais, ouais, mais. Et il te dit non, mais attends, on va faire des dessins animés en IA. Et tu dis ouais, mais toi, t'es un mytho. Et il te dit mais toi, je te fais le storytelling. Et là, tu dis bon, d'accord, j'écoute. Et à la fin de la vidéo, tu n'as plus envie de le baffer en fait. Tu as envie de lui dire ouais, ouais, c'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis. Il est bon, il faut faire attention. T'as pas vrai qu'il a percé. Mais franchement, tu parles de trucs super simples. Et puis, si tu savais vraiment le faire, eh ben, tu l'enseignerais pas. Et puis, en fait, Ouais, en gros, ça, c'est tous les mecs qui disent si tu vends des formations. Bon, quand je dis vendre de formation, les amis, il y a 1000 façons de monétiser en ligne. Oussama Hamar va jamais vous dire je vous vends une formation, mais du coup, il monétise en faisant des conférences. Et en parlant de ça, c'est le moment d'aller chercher en description tes petits goodies. Tu as les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb sans argent. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer en description, t'inscrire à la newsletter. Ensuite, tu vas voir dans les articles, il y a un article qui commencer ici. Et c'est l'article qui est featured. Tu as au début de l'article les deux liens pour télécharger gratuitement ces deux petits guides, les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb. Aussitôt tu appliqueras ces petits conseils, aussitôt tu pourras gagner de l'oseille et
quitter le Shit All France. On se retrouve tout de suite. Il est dans il vend également, enfin, il fait partie d'un des packs de formation vendus par Yomi Denzel sur Mindeo. Il y a d'autres gens qui monétisent de manière différente avec de l'affiliation, des mecs qui vont vous recommander d'aller chez des brokers, dans des groupes de trading. Il y en a qui vont vous proposer de vous inscrire à une newsletter et qui vont derrière, certains articles vont être payants, etc. Bon, il y a 1000 façons de faire, mais quand je dis vendre des formations, c'est faire du contenu et monétiser en ligne. Et donc, c'est vrai que quand tu fais du contenu autour du make money et que tu veux monétiser, tu vas toujours tomber sur des gens qui te disent bah, si tu gagnais vraiment de l'argent avec ça, tu ne vendrais pas la méthode, sinon tu vas créer ta propre concurrence et aucun businessman sérieux ne va vouloir créer sa propre concurrence. Là, je pense qu'il va adresser cette question-là, mais du coup, juste avant, moi, je donne ma réponse à moi. Il faut savoir que autant quand quelqu'un vous dit je fais 50 000 euros par jour, nanana, je gagne une tonne de fric, je gagne 300, 400, 500 000 euros par mois, parce que maintenant les chiffres qu'ils vous annoncent sur internet sont délirants, hein. Et en plus, je te vends la formation, là pour moi, effectivement, c'est louche. Parce que si tu es à ces niveaux de revenus-là, tu n'as aucun intérêt à vendre une formation pour faire la concurrence. Surtout si c'est des business qui sont 100% digitaux et où n'importe qui dans le monde, finalement, peut se lancer et venir en concurrence avec toi. En revanche, il y a des gens qui ont des business models, par exemple un mec qui a lancé un café, qui leur apporte de l'argent, mais ça ne leur apporte pas des millions dans le sens où si le mec il lance son café, si en plus de lancer son café, il te vend une formation pour t'apprendre à lancer ton café, bah ça a du sens parce que ça lui fait juste un complément de revenu. Il va lancer sa formation, c'est pas qu'il sait pas vraiment faire, il a vraiment fait. Mais pourquoi se limiter à lancer un café alors qu'il peut lancer des cafés et vendre des formations et gagner encore plus d'argent? Donc je pense qu'il y a certaines personnes pour lesquelles ça fait sens, dans le sens où lancer la formation ne va pas forcément leur créer de la concurrence, ou alors ça leur crée de la concurrence, ce sera contrebalancé par le fait qu'ils vont gagner beaucoup plus de thunes. Et deuxièmement, leur business initial rapporte bien, mais ça ne leur rapporte pas des millions. Parce que si ça leur apportait des millions, effectivement, on serait en train de se demander pourquoi tu vends des formations alors que tu es déjà si riche. Vous voyez ce que je veux dire? Si un mec comme Warren Buffett me vend des formations, je trouverais ça louche, évidemment. Mais si un mec, je sais pas moi, voilà un type qui a une chaîne de café, ou qui a fait quoi d'autre, qui a ouvert une boîte de nettoyage de tapis, il gagne bien sa vie, bah, en même temps il fait des shorts où il montre comment nettoyer les tapis et en même temps bah, il va faire des vidéos pour vous dire voilà, si vous voulez aussi ouvrir votre boîte de nettoyage de tapis, vous pouvez faire comme ci, comme ci, comme ça. Pour moi, c'est pas contradictoire du tout. Mais ça va vraiment dépendre de la personne, du profil de la personne. Bon, voyons voir ce que Oussama Hamar a à dire là-dessus. De toute façon, faut arrêter de vendre du rêve aux gens. Il n'y a qu'un truc qui marche, c'est quand ça fait mal et que c'est dur, et tout le reste, c'est de la connerie. Et je me suis dit, ce mec, il catalyse 3 choses que tous les Français pensent très, très, très profondément, mais qu'ils n'osent pas dire. D'abord, chez les Français, il y a ce truc un peu idiot et un peu contre le réel, qui est que si tu enseignes, si tu es entraîneur, si tu es coach, si tu es je sais pas quoi, forcément, ça veut dire que tu as été un très 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 grand entrepreneur. Grosso modo, il n'y a que les milliardaires qui devraient donner des cours d'entrepreneuriat. Mais j'en connais pas mal de milliardaires. Et je peux te dire que peut-être, à l'exception de Xavier Niel. Alors évidemment, quand Oussama Hamar se dit je connais des milliardaires, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On sait que c'est un storyteller. Et toi, Oussama Hamar, c'est le genre de mec qui te dit ouais, mais je connais plein de milliardaires. Et tu dis mais Oussama, tu les connais? Pourquoi tu dis aux gens que tu connais des milliardaires? Tu te dit bah ouais, je regarde leurs vidéos sur internet, donc je les connais. Moi j'ai lu leur fiche Wikipédia, donc je les connais. Tu sais, c'est le genre de mec à mettre des demi-vérités comme ça. Genre il te dit un truc et tu te dis ah ouais, Oussama Hamar, il est dans des réunions avec des mecs trop puissants. Mais peut-être que non, en fait, tu vois ce que je veux dire. Peut-être qu'en fait, il a juste, genre, il a croisé le mec dans une réunion pour start-up, ou il est allé dans un événement pour start-up, il y avait un milliardaire qui est monté sur scène, il a parlé, ou sa maman, elle a écouté, il se dit, ah ouais, bah c'est bon, je le connais, le milliardaire. D'un autre côté, comme il a été dans le monde des startups et tout, peut-être qu'il les connaît vraiment, tu vois ce que je veux dire. On ne peut pas savoir, mais comme c'est un storyteller, pour rester poli, on ne peut pas savoir vraiment ce que ça veut dire quand il dit, je connais des milliardaires. Qui est assez pédagogue, ils ont tous quand même comme caractéristique d'être incompréhensibles ou inintéressés par le sujet, ou ils n'ont pas envie de transmettre, ou c'est pas leur passion. Et en fait, je comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas que la pédagogie, le fait de transmettre du savoir, en fait, c'est des qualités différentes des qualités nécessaires. Et quand tu as ces qualités-là, quand tu aimes transmettre. Je pense que là, il y a deux sujets différents en fait.
Alors, c'est vrai qu'Oussama Hamar, encore une fois, je ne consomme pas énormément de contenu d'Oussama Hamar, mais je suis jamais tombé sur une vidéo d'Oussama Hamar dans une Lamborghini fluorescente avec des biatchs qui dansent en bikini. Donc, on ne peut pas lui reprocher ça. Mais je pense que quand les gens se plaignent des vendeurs de rêves, ils ne se plaignent pas des gens qui transmettent du savoir. Ils se plaignent surtout des gens qui leur vendent du rêve. Donc de gens qui vont montrer des voitures, qui vont montrer un lifestyle, qui vont montrer des filles, qui vont montrer des cigares, qui vont montrer des montres, qui vont montrer tout ça. Donc c'est ça qu'on appelle vendre du rêve. Ils vont créer en fait une imagerie qui va déclencher chez le spectateur un sentiment d'infériorité, un sentiment de rage, de jalousie, hein, où le spectateur va se dire putain, bah, pourquoi moi j'ai pas ça? Pour pousser le spectateur en fait à dire ah bah tu as ça, je n'ai pas ça, je veux ça, donc je vais cliquer sur ton lien pour acheter ta formation. Ou encore une fois, il y a mille façons de monétiser. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui monétisent de manière indirecte parce qu'ils ont pas le courage de se faire insulter. Moi, soit dit en passant, je monétise directement. Donc, si pour ceux d'entre vous qui voulaient lancer un business, ça ne va pas vous rapporter 50 000 euros par jour, je vous le dis tout de suite. Mais c'est un business dont les résultats sont 100% garantis et rentable en 30 jours. Et une vidéo de présentation gratuite en description du business model. Mais voilà, ce qui énerve les gens, c'est quand vous avez des vendeurs de rêves qui montrent tout un lifestyle qui est fake à 99% du temps. Surtout, encore une fois, il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord? Ce n'est pas pour rien qu'on a le cliché du scammer à Dubaï. C'est parce qu'il y a plein de scammers à Dubaï. Il y a aussi des industries d'influenceurs à Dubaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes dans les Pyrénées et que vous cherchez une société spécialisée dans l'influence game qui va vous mettre en contact avec des locations de voitures, qui va vous mettre en contact avec des locations de yachts, qui va vous mettre en contact avec des locations de montres, ça n'existe pas. D'accord? Mais à Dubaï, il y a plein de sociétés qui font ça. D'accord? À Dubaï, tu peux à tout instant aller dans un rendez-vous d'influenceurs où bah, ils vont faire une sortie yacht. Ils sont 50 sur le yacht. C'est tous des influenceurs. Et du coup, après, chacun, ils sont là avec leur téléphone, etc. Et il y a des prises de vue, des prises d'image, etc. Et chacun va ou bien carrément faire croire à son audience que c'est son yacht. Généralement, ils ne font pas croire directement, mais en tout cas, ils vont faire croire que voilà, ils sont dans un événement exclusif. Regardez, on est sur un bateau de ouf, il y a des filles, etc. Alors que tout ça, c'est organisé pour que le prix puisse être divisé par le nombre d'influenceurs qui sont sur le bateau et pour que chacun puisse prendre ces images-là et faire seulement d'être riche. Vous voyez, donc il y a toute une industrie de création d'images, de création de lifestyle à Dubaï qui est florissante et n'importe qui peut aller là-bas, contacter ces gens-là et derrière, voilà, avoir des contacts pour louer des voitures, pour louer des yachts, etc., etc., etc. Donc, les gens font ces fausses vidéos lifestyle, ça crée de la haine chez le spectateur et le spectateur, il se retrouve dans une situation où ou bien il a la haine et il se dit bah, je pourrais avoir ça moi aussi, il me suffit d'acheter sa formation, mais il n'a pas envie d'acheter la formation parce qu'il n'a pas la thune et surtout parce qu'il a la flemme en fait. Il a la flemme, il a peur de se faire niquer, etc. Mais honnêtement, pour ça c'est psychologique, on pourra en parler longtemps. Mais grosso modo, c'est parce qu'il a la flemme. Comment il fait pour résoudre cette tension qui vient d'être créée? On lui a montré une vidéo, ça a créé une tension en lui. Et ben, il va en section de commentaires et il dit t'es un salaud, t'es un escroc, t'es un mytho, etc. Et des fois, c'est vrai. Des fois, le formateur en question est un escroc. Et des fois, c'est pas vrai. Souvent, le spectateur ne cherche pas trop à déterminer est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Il va tout simplement libérer cette tension qu'il a en lui en mettant ce commentaire. Bon, encore une fois, Oussama Hamar ne fait pas de vidéo lifestyle particulièrement agressive, mais il y a des gens dans son réseau qui en font. D'accord? On ne va pas dire qui, mais il y a des gens dans son réseau qui vendent du rêve, il y a des gens dans son réseau effectivement qui font des vidéos lifestyle où on va montrer de très belles voitures, de très beaux penthouse pour déclencher effectivement cette frustration chez le spectateur et derrière amener une partie de ces spectateurs à acheter la formation ou bien une autre partie à venir rager en commentaire. Ce n'est pas exactement ce qu'on peut appeler de la transmission de savoir. Quand tu aimes apprendre des choses aux gens, eh ben, il y a un côté fascinant de faire des centaines de business par procuration. Moi, j'ai toujours trouvé, dans le fait d'aider les autres à faire leur business, beaucoup plus de plaisir qu'à faire mes propres business, parce qu'il y a un côté extrêmement gratifiant de pouvoir changer de sujet, de pouvoir vivre un peu par procuration, quelque part. C'est vrai ce qu'il dit là. Je pense qu'on a tous déjà vécu ça. Si par exemple tu veux perdre du poids, exemple à propos, si tu veux perdre du poids, tu as la flemme de perdre du poids toi-même. Tu es tout seul chez toi, tu vas juste t'empêcher de manger, ça va te frustrer. Mais si ton pote veut perdre du poids, il y a un certain plaisir à lui dire vas-y, on va faire ça ensemble, je vais te faire un plan diète, je vais te coacher. Il y a un plaisir en fait à collaborer avec un mec, finalement à dire à quelqu'un quoi faire. Et il y a aussi le côté quand quelqu'un d'autre le fait et que vous le guidez de loin ou même de près, en fait c'est lui qui fait le travail. Vous pensez juste stratégie.
voyez, le mec vient, il vous dit qu'est-ce qu'on fait, etc. En plus, vous avez le recul parce que vous n'êtes pas dedans, donc ça vous donne du recul. Donc, vous pouvez voir les choses avec un point de vue extérieur. Vous êtes écouté, vous donnez des conseils. Finalement, le travail un peu chiant, le travail un peu brainless, c'est le gars qui va le faire, c'est pas vous. Donc, c'est vrai que ça peut être jouissif effectivement de dire aux gens quoi faire plutôt que de le faire soi-même. Là, je valide son point. Et il n'y a rien de mal à ça, parce qu'en fait, tout le monde a besoin d'un entraîneur, tout le monde a besoin d'un coach. Serena Williams, sans Patrick, c'est pas Serena Williams. Je sais pas qui. Alors, je connais pas trop les entraîneurs sportifs. C'est un peu la limite. C'est un peu la limite du truc. Et puis, sur ces deux autres critiques, il y a cette idée-là du fait qu'il faut travailler dur. Alors, c'est marrant. Notion intéressante. Je vais voir ce qu'il a à dire sur le hard work. En France, il y a un concept dans le droit civil qui est l'enrichissement sans cause. Il y a un concept. Alors, comme je regarde pas ses vidéos, je sais pas s'il est chez lui, mais je vois des gens passer depuis tout à l'heure. Je sais pas s'il est à l'accueil d'un hôtel ou s'il y a juste du personnel et des femmes qui. Où ça va marre et dans son, dans son palais, tu vois, tu as du personnel, tu as les femmes de son harem qui déambulent un peu partout. Puis lui, il explique, tu vois, c'est marrant comme imagerie. Dans le droit civil, qui est l'enrichissement sans cause, qui est un concept typiquement franco-français, hérité de notre culpabilisation catholique générale dans notre droit civil. Parle pas du catholicisme, ça va marre, tu n'y connais rien. Et la raison pour laquelle la France est un pays qui déteste l'argent, c'est pas du tout à cause du catholicisme. Je rappelle que quand la France était catholique, on a fait le château de Versailles. D'accord. Vous pouvez regarder la vidéo dans la chaîne du Guise, Le Guise. Le Guise, c'est un type qui est libertarien et qui pourra vous expliquer beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'économie sous l'Ancien Régime, donc quand la France était catholique. Et voilà, grosso modo, il y avait très peu de taxes, il y avait beaucoup de liberté entrepreneuriale. C'est pas du tout ce qu'on vous raconte. Et je trouve que c'est beaucoup trop facile, c'est pareil, hein. C'est la même vidéo que j'ai faite sur le. Il parle de réflexe franco-français, je vais vous donner un réflexe franco-français, c'est de taper sur des victimes faciles. C'est la vidéo que j'ai faite hier en réaction avec Joïka qui tapait sur l'Europe de l'Est. Là, lui, il tape sur le. Bon, il tape pas trop fort, mais il tape sur le catholicisme et c'est un truc que j'entends souvent. La réalité aujourd'hui, c'est que la plupart des gens qui sont catholiques, et je parle en connaissance de cause, sont des gens qui, au contraire, vont être pro-liberté entrepreneuriale, pro-travail et on va dire plutôt sur le spectre économique, ils ont beaucoup plus tendance à être du côté libertarien que du côté communiste. Non, la réalité, c'est que la raison pour laquelle la France aujourd'hui déteste l'argent, c'est parce que c'est un pays communiste. C'est parce que c'est un pays communiste. La raison pour laquelle la France déteste l'argent a beaucoup plus à voir avec la mentalité de la Révolution française, qui est donc le contraire du catholicisme, qu'avec le catholicisme lui-même. La différence entre la Révolution française et le communisme, qui sont grosso modo la même chose, c'est que le catholicisme prône un détachement de l'argent. C'est-à-dire que vous voyez un riche passer, vous priez pour lui, vous lui dites « Ok, je te souhaite une bonne vie ». La mentalité du révolutionnaire et du communiste, c'est vous voyez un riche passer, vous prenez un fusil, vous lui éclatez ses pneus, vous le faites sortir de sa voiture, vous l'égorgez, vous violez sa femme, sa fille, vous prenez ses clés, vous rentrez chez lui, vous volez tout. Je vous laisse réfléchir pour savoir quelle est, de ces deux mentalités, quelle est celle qui est la plus présente en France aujourd'hui. Et arrêtez de me parler de catholicisme, parce qu'aujourd'hui en France, il n'y a plus aucun catholicisme, il n'y a plus aucun christianisme. Les Français sont archi-athées, ils ont un très gros problème avec Dieu. Donc arrêtez de parler de ça, c'est complètement absurde, c'est complètement anachronique. De l'ère napoléonienne, le bon père de famille, les grands principes et l'enrichissement sans cause, c'est l'idée qu'en fait, il y a une bonne façon de devenir riche. Si tu prends trop de commissions, si tu as... Alors, il y a une bonne façon. Alors, je ne sais pas s'il y a une bonne façon de devenir riche, mais il y a une mauvaise façon de devenir riche en scammant les gens. Je ne dis pas qu'Oussama est un scammer, mais prenons un exemple. Oussama, il a des procès au Derch, il s'est barré de la France parce qu'il aurait pioché dans la caisse. Encore une fois, je ne suis pas allé m'intéresser au sujet en profondeur, donc ça se trouve on l'accuse à tort, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui s'enrichit en piochant dans la caisse, c'est une mauvaise façon de s'enrichir. Quelqu'un qui s'enrichit en mentant aux gens, je ne dis pas que c'est lui, je prends un exemple. Mais quelqu'un qui s'enrichit en montant, comme j'ai dit tout à l'heure, des vidéos lifestyle aux gens pour leur faire croire qu'ils sont riches alors qu'ils ne le sont pas vraiment, pour que des gens achètent des formations à eux, pour apprendre à faire quelque chose qu'eux-mêmes ne savent pas vraiment faire ou qui ne marche pas trop, par exemple du dropshipping, que derrière le mec devient vraiment riche en vendant ses formations alors qu'il ne s'est jamais enrichi dans le dropshipping. Ça, pour moi, c'est une mauvaise façon de s'enrichir. C'est pour ça d'ailleurs que je vous dis souvent, les gars, montez des vrais business, montez des business qui apportent de la vraie valeur.
D'accord? Et d'ailleurs, si, comme il le dit, il n'y a pas de bonne façon de s'enrichir, pourquoi est-ce qu'il utilise toujours un vocabulaire très américain d'ailleurs qui consiste à dire que en tant qu'entrepreneur, on aide les gens, on apporte de la valeur. Vous avez vu comme il parle depuis le début? Il dit voilà, je transmets le savoir, j'aide les gens. Donc il essaie vraiment de finalement de montrer une bonne image de lui. Donc lui-même finalement est conscient que s'il veut réussir à accrocher son public, il faut qu'il envoie l'image de quelqu'un qui s'enrichit en aidant et non pas en prenant. C'est lui d'ailleurs, comme il lit des bouquins en anglais, il doit connaître la différence entre la mentalité du taker et la mentalité du giver. Si tu as gagné trop d'argent sans un effort réel en face, c'est sans doute qu'il y a quelque chose de malhonnête ou que la personne en face n'a pas compris. Et alors, on peut... Alors là, il dit, si tu as gagné trop d'argent trop vite sans effort, c'est sans doute qu'il y a quelque chose de malhonnête ou que la personne en face, elle n'a pas compris, donc elle s'est fait niquer. Euh, Moi, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Alors attention, sans doute, ça ne veut pas dire avec certitude. Mais généralement, dans une transaction, comment dire? Dans une transaction, généralement, si, prenons l'exemple, très simple. Si vous voulez acheter une maison dans un quartier en particulier, avec un certain nombre de mètres carrés, la plupart des maisons sur ce marché, elles valent 400 000 euros. Et vous, vous avez une maison qui est comme toutes les maisons qui valent 400 000 euros, mais vous réussissez à l'avoir pour 50 000 euros. Il y a un expert qui vient, il vérifie, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème de plomberie, pas de problème des fonds de terrain, il y a rien. Vraiment, la maison, elle est comme les autres, mais toutes les autres, elles sont autour de 400 000 balles. La vôtre, elle est à 50 000 balles. Bah, c'est vrai qu'on va avoir tendance à se demander, est-ce que vous n'auriez pas un peu niqué la personne à qui vous avez acheté la maison? Peut-être pas, peut-être que c'était votre pote, peut-être que c'était une personne qui s'est dit, voilà, pour reprendre le thème d'Oussama Hamar, je vais faire. Moi, j'ai fait des choses mal dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une bonne action. J'ai envie de faire pénitence. Cette maison qui vaut 400 000, je vais la vendre à 50 000 parce que le mec qui veut l'acheter, c'est un père de famille. J'ai envie de lui faire plaisir. Peut-être, peut-être. Mais sans avoir d'autres informations, si la seule chose que je sais, c'est que tu as eu une maison de 400 000 euros à 50 000 euros, généralement, c'est qu'il y a une saloperie. Généralement, c'est qu'il y a une saloperie. Souvent, d'ailleurs, pour réussir à avoir ce type de deal, ce que les gens font, c'est qu'ils connaissent le maire du village. Et par exemple, ce qui va se passer, c'est que généralement, c'est avec des terrains qu'on fait ça, hein. Le maire du village, bah, par exemple, il va passer un terrain en non constructible, le prix chute, ses copains achètent le terrain, quelques années plus tard, il le repasse en constructible, le prix augmente, et il y a des gens qui font des opérations comme ça. Vous voyez? Mais oui, c'est vrai que quand on s'enrichit trop vite, sans rien faire, et voilà, bah, peut-être, c'est pas sûr du tout. Il y a des gens à qui ça arrive, et ils ont peut-être rien fait de mal. Tous les gens qui gagnent au loto déjà, mais peut-être des investisseurs, des créateurs de start-up qui ont misé au bon moment sur le bon cheval. Il y a peut-être des gens qui n'ont rien fait de mal et qui se sont enrichis très vite. Mais c'est vrai qu'a priori, il y a quand même, je pense que c'est légitime de se demander, sans être un rageux, sans, voilà, mais c'est légitime de se demander, attends, comment ça se fait qu'il a gagné autant de thunes si vite? D'accord? On peut vraiment aller au fond des choses. On peut aller vraiment... est-ce que, tu vois, c'est du paternalisme? Est-ce que c'est une vision complètement tarabiscotée euh, de, de ce qui est la valeur et comment la valeur s'échange entre les gens? Qu'est-ce qu'un contrat librement consenti? Est-ce qu'on a le droit de donner plus que ce que quelqu'un mérite? Est-ce que c'est une liberté fondamentale qu'on a? Et ben la France nous dit... Alors là, il y a une confusion. Parce qu'il dit, est-ce qu'on a le droit de donner plus que quelqu'un mérite? Donc, grosso modo, voilà, pour reprendre une métaphore, c'est est-ce que quelqu'un, finalement, est-ce que quelqu'un a, ce serait l'exemple inverse, est-ce que quelqu'un a le droit d'aller voir un propriétaire et lui dire ta maison, elle vaut 100 000 euros, mais je vais te donner 1 million. Et du coup, d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire, ce propriétaire, il s'est enrichi très rapidement et sans raison, puisque l'autre lui a donné plus d'argent que ce qu'il méritait, entre guillemets. Oui, mais si on décide de donner à quelqu'un plus que ce qu'il mérite, on le fait évidemment en toute connaissance de cause. La question, c'est pas de savoir est-ce que le gars qui a donné plus a le droit ou pas. La question, c'est est-ce que celui qui a pris plus que ce qu'il méritait, est-ce qu'il a pris ça dans des bonnes conditions? Et je sais qu'il y a des gens qui vont réagir, qui vont dire mais tu as utilisé le mot mérite. Finalement, qui es-tu pour juger le mérite ou quoi? Ne parlons pas de mérite, parlons de valeur. Encore une fois, si la maison elle vaut 100 000 euros et que le mec il a reçu 1 million, il y a moyen de se poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi quelqu'un t'a payé 10 fois plus, tu vois? Et est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Est-ce que tu l'as paniqué? Est-ce que tu l'as pas fait croire des choses? Tu l'as pas fait croire qu'il y avait du pétrole ou de l'or dans le jardin? Il y a moyen de se poser la question quand même.
Je ne dis pas que cela est interdit. Si les deux parties passent un contrat en toute connaissance de cause et que tout est stipulé, tout est clair, pour moi, les gens devraient être libres de faire presque tout ce qu'ils veulent. Je dis presque, mais presque tout ce qu'ils veulent. Dit non, quelque part. Et en fait, cette idée, elle est très, très présente chez les gens. Il y a l'idée que, en fait, sans doute parce que le fait de offrir des formations, etc., c'est un business à très, très haute marge. Les gens se disent Où ça va? Vendre des formations. Parce que quand on offre, on ne fait pas de marge en général. que c'est une forme d'enrichissement sans cause et que donc c'est pas légitime. Et tout ça vient finalement à la troisième chose, c'est que soi-disant, on, on- on produit des choses simples. On produit des choses que tout le monde peut appliquer, que tout le monde peut comprendre. Et en fait, J'allais réagir sur ce qu'il va dire, mais j'attends qu'il finisse en fin de compte. il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. C'est que si c'était si simple, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Voilà, c'est très bien ce qu'il dit là. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que euh, les gens regardent le produit, c'est comme le dropshipping. Ils regardent le produit fini, donc le produit qui a été droppé ou la formation qui a été faite, et ils se disent ah, mais moi aussi je pourrais faire ça. En fait, les frérots, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que produire la formation, c'est ce qui demande le moins de travail. Pourquoi les gens vont-ils acheter une formation à 2000 euros alors que, soi-disant, hein, dans la formation, il y a les mêmes informations que dans un bouquin à 20 euros? Si tu veux, c'est exactement comme si un mec, il gagnait au loto, il te montre son ticket de loto, et tu dis, ben moi aussi j'aurais pu prendre un ticket de loto et cocher les mêmes cases. Ça ne m'aurait pris que 5 minutes. Ben oui, maintenant que tu connais la combinaison gagnante, c'est facile de dire que tu aurais pu le faire. C'est pareil pour une formation. Maintenant que tu sais ce qu'il y a dans la formation, c'est facile de te dire, ah mais oui, mais ça existe déjà dans des livres. Et pourquoi tu ne les as pas achetés les bouquins? Parce que, un, en termes de packaging, le bouquin, ça te fait chier de le lire. Donc il y a un effort de packaging qui est fait dans la formation qui n'est pas fait dans le livre. Mais deux, surtout, le mec qui a écrit le bouquin, tu ne le connais pas, tu ne lui fais pas confiance. Alors que le mec qui a fait la formation, si tu as été d'accord de lui mettre 2000 euros dans la poche, c'est que tu lui fais confiance. Et pourquoi tu lui fais confiance? Parce qu'un travail de marketing qui a été fait, parce qu'il y a une connexion entre toi et le formateur qui se forme. Tu te dis, ok, il a le même parcours de vie que moi, il parle comme moi, il s'habille comme moi. Pourquoi tu crois que tous les formateurs dans le monde francophone te disent toujours nanana, je viens de banlieue, j'étais fauché? C'est pour créer une connexion. Alors, dans le cas de ceux qui mentent, c'est malhonnête, c'est inacceptable, je suis bien d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'ils s'embêtent à faire ça, c'est parce qu'ils savent que la valeur dans la formation, c'est la crédibilité qu'on accorde au formateur. C'est pour ça qu'on paye son contenu plus cher. Parce que si on achète un livre random à la FNAC, on ne sait pas qui l'a écrit, on ne sait pas si les conseils qui sont dedans sont valides, on ne sait pas s'ils sont à jour, on ne sait pas si tout ce qui est écrit dedans est valable. Finalement, on achète un bout de papier avec des écritures dessus, on ne sait pas quelle est la valeur de cette information. Là où, chez un formateur, comme on connaît le formateur, comme on le voit, comme on l'entend, comme il nous raconte sa vie, on arrive à un stade où on se dit, ok, au milieu de cet océan d'informations qu'il y a sur Internet, qu'il y a partout, lui, je lui fais confiance. C'est chez lui que je veux me former. Lui, je vais écouter ce qu'il a à me dire. Et c'est pour ça que les gens acceptent de payer. Mais créer ce lien, montrer qu'on est crédible, que ce soit fait honnêtement ou hélas avec des méthodes malhonnêtes, c'est ça qui est difficile. Et d'ailleurs, je dirais même plus, c'est même pas difficile. Si on est malhonnête et qu'on a un petit peu d'argent, parce que louer des voitures et tout, c'est quand même pas gratuit, il ne faut pas se mentir, c'est même pas difficile. Finalement, n'importe qui peut acheter du matériel de tournage correct, quelques milliers d'euros, prendre un ticket, aller à Dubaï, louer des voitures, faire de la prise d'image. Et en fait, vous n'avez même pas besoin de faire tout ça puisque vous pouvez directement aller voir des sociétés qui vont tout faire pour vous et vous mentir à votre audience. Donc, c'est même pas si difficile que ça. Mais c'est pareil, même si ce n'est pas si difficile que ça va quand même demander quelques milliers d'euros. Les gens ne les ont pas. Des fois, les gens aussi ne sont pas à l'aise face caméra. Les gens, c'est des gens qui n'ont pas trop confiance en eux, qui ne savent pas comment s'exprimer. Bon, encore une fois, quand vous allez aller voir ces agences-là, elles vont tout vous expliquer, hein. Mais c'est l'entrepreneuriat. La plupart des gens ne se lancent pas tout simplement. Et je pense que la plupart des gens ne se lancent pas parce qu'ils ont la flemme, pas parce qu'ils disent que c'est malhonnête. Parce que s'ils savaient à quel point c'est facile, ils le feraient. Mais voilà, la valeur, pourquoi les gens vont payer cher un formateur alors qu'il y a la même chose dans des livres ou sur Udemy? Parce qu'encore une fois,
ils sont au milieu d'une somme d'informations qui est infinie. Et le problème, c'est que dans cette forme d'information infinie, il y a aussi une infinité de conneries. Donc, il y a une infinité de conneries, mais il y a aussi, de manière éparse, des bonnes informations. Mais comment tu vas faire le tri? Tu sais pas. Donc, quand tu tombes sur le mec à qui tu fais confiance, tu dis, OK, lui, j'ai envie d'écouter ce qu'il a à me dire. Vous voyez? Et il y a même des mecs, qui ont acheté un bouquin, c'est écrit des trucs dedans. Ils vont aller payer un formateur, par exemple Oussama Hamar, et ils vont lui dire, ils vont payer le mec 2000 balles. Et ils vont lui dire, voilà, j'ai lu ça dans tel bouquin. Toi, tu valides ça ou pas? Et le mec va dire, ouais, je valide, il faut que tu fasses ça. Ok, merci. Ils ferment le bouquin, ils vont bosser. Ils veulent juste, ils connaissent déjà le modus operandi, ils ont déjà le plan. Ils ont peut-être déjà fait le plan de A à Z dans leur tête. Mais ils vont payer un mec juste pour qu'un mec valide leur plan. Pour être sûr de ne pas perdre leur temps. C'est ça, la valeur d'un formateur. C'est pas tant l'information, enfin la qualité. C'est la qualité de l'information, mais le spectateur, a priori, ne sait pas si l'information est qualitative ou pas. Il va payer parce qu'il veut s'informer auprès de quelqu'un en qui il a confiance. C'est très facile quand on a regardé ce qu'il y a dedans de dire ah, ça glisse aussi dans des livres. C'est pas pour ça que les gens achètent. Et en fait, oui, l'automatisation, la standardisation, le fait de faire travailler ses clients pour soi, c'est pas rocket science. Bien sûr qu'il n'y a pas besoin d'être Elon Musk pour instaurer ça dans ses business. Et pourtant, en 20 ans d'entrepreneuriat en France, je rencontre tous les jours des entrepreneurs qui font des choses à la main, qui travaillent trop dur, qui ne... Ça, je suis entièrement d'accord avec lui, je vous en ai déjà parlé, ça. Et c'est une question de mindset. Hein. Combien il y a de gens qui vous disent mais si je délègue, la personne ne va pas être capable de le faire comme moi. J'ai pas confiance. Ça, il n'y a que moi qui peux le faire. Combien de personnes ont dans leurs entreprises des process ultra compliqués, donc forcément il n'y a qu'eux qui peuvent le faire, et ne savent pas ou ne cherchent même pas à simplifier ces process pour pouvoir les déléguer. Si tu ne peux pas déléguer ton process, c'est qu'il est trop compliqué. Commence par le simplifier. C'est ce qu'ont fait les frères McDonald's. Je vous ai écrit un article dans ma newsletter à ce propos. Mais c'est très vrai, beaucoup de gens ne veulent pas déléguer. Et alors, ou bien c'est un manque de confiance, ou bien c'est simplement l'inertie. J'ai toujours fait comme ça, donc je continue de faire comme ça. Ou bien c'est l'envie d'avoir quelque chose à faire. Il y a des gens qui montent une entreprise, ils la vendent, ils mettent plusieurs millions sur leur compte et 3 semaines après, ils divorcent. Parce qu'ils n'ont plus rien à faire, ils sont chez eux toute la journée, ils ne savent pas quoi faire, ça crée des tensions avec leur femme. Ils avaient l'habitude d'être au travail 16 heures par jour pendant que leur femme était en train de dépenser de l'argent dans les centres commerciaux le reste du temps. Et ils arrivent chez eux, ils tournent en rond et ils dépriment ou bien ça crée des conflits avec leur épouse, etc. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'avoir quelque chose à faire. ne savent pas déléguer, qui ne savent pas amener les gens à comprendre de quoi ils ont besoin et ils ne savent pas mettre ces process simples au sein de leur entreprise. Ils m'ôtent les mots de la bouche. Alors, C'est un passant. Si vous faites du business en ligne, et que vous êtes peut-être déjà demandé, ou vous êtes peut-être dit, moi j'ai envie de créer des process, mais j'ai la flemme, il faut créer un document Word. Je vous propose de commencer par une étape très simple, un logiciel qui s'appelle Loom, L-O-O-M. C'est extrêmement simple, c'est un truc en 2 clics, vous pouvez filmer votre écran. Donc quand vous avez une tâche répétitive que vous faites tout le temps, prenez Loom, filmez-vous en train de faire cette tâche, décrivez tout ce que vous faites. Ensuite, Loom va automatiquement uploader la vidéo sur leur site. Vous pouvez prendre la transcription de cette vidéo, l'envoyer dans une IA quelconque et lui dire reprenez les étapes de ce que je viens de dire là dans Loom, reprends les étapes et fais-moi un mode d'emploi. Ensuite, vous copiez-collez le mode d'emploi, vous le foutez dans Google Sheet. Et maintenant, vous avez un Google Sheet avec toutes les étapes que vous faites et un Loom où vous montrez ce que vous faites. Vous allez sur Upwork, vous cherchez quelqu'un pour faire le boulot, vous lui envoyez le lien Google Sheet, le lien Loom et le gars, il peut répliquer à l'identique ce que vous avez fait, tout simplement. je pense qu'il y a un côté genre ah ouais, mais à moi on me la fait pas. Genre ouais, moi si j'étais aussi simple, ça se saurait. Bah oui, ça se sait. En fait, on le voit dans les boîtes américaines. Je ne sais pas pourquoi les Américains ont cette naïveté opérationnelle extrêmement bénéfique. Un Américain, tu lui dis voilà, ça c'est le process, tu fais A, B, C. Il va tester avant de commencer à améliorer, avant de commencer à critiquer. Il va d'abord implémenter ce que tu lui dis. Il va partir de cette base et il va se dire, est-ce que je peux faire mieux? Un Français, tu vas lui dire, on fait A, B, C. Il va te dire, pourquoi pas C avant A? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est incroyable, c'est très pertinent ce qu'il dit. C'est vraiment pertinent ce qu'il dit. Je pense qu'en France, il y a aussi une surintellectualisation. Et vous savez, je vois ça dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais aussi en politique. C'est pas pour rien que tous les mêmes stylés viennent des USA. Bon, c'est aussi parce qu'il n'y a presque pas de droitard en France, en réalité. Il y en a beaucoup plus aux États-Unis. Mais quand je vois des débats politiques aux États-Unis,
souvent les mecs vont répondre avec des putains de punchlines ou un mème super stylé, super drôle. Alors qu'en France, c'est des pavés de texte qui s'échangent, machin, etc. Vous avez dit ceci, mais les statistiques, les sources, c'est très très chiant, c'est très très lourd. Et c'est un mindset en fait. Ils aiment, il faut blablater très longtemps. Tu vois, blablabla, blablabla. Ferme-la et passe à l'action. Et puis vraiment, est-ce qu'on a besoin de ABC? Est-ce que c'est vraiment répond à nos valeurs et à qui on est vraiment, hein? Est-ce que c'est moi C? Est-ce que c'est moi B? Est-ce que c'est moi A? Puis, Je pense qu'il y a ce questionnement à la con là aussi quand même dans des grosses boîtes américaines, hein. Mais grosso modo, il a raison. je sais pas, j'y connais rien après tout. Et ben ça, j'en peux plus. C'est vraiment, des fois, avec tout l'amour du monde, hein, j'ai envie de prendre leur tête et de l'éclater sur le coin de la table. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible de devoir passer autant de temps à convaincre les gens d'essayer quelque chose. D'ailleurs, moi, si j'étais dans leur posture et que j'ai payé et que je fais un coaching ou que j'écoute une formation en ligne, je me dirais, bah, vas-y, le mec, il prétend que ça marche. Pourquoi je ne lui ferais pas confiance? J'essaye. Ça me met beaucoup moins de temps de vérifier s'il a raison que de discuter s'il a raison. Mais putain, grave. Mais grave, mais exactement. Mais exactement. Et évidemment que cette passion du débat, elle est charmante dans la politique, dans la vie. Tu vois, il a repris ce que j'ai dit. Mais même en politique, je trouve qu'elle est chiante cette passion du débat. Parce que des fois, la réponse, elle est vraiment en une phrase. Même si des fois, la phrase en question, elle est très politiquement incorrecte. Mais des fois, la réponse, elle est en une phrase, hein. Dans l'amour. Il y a des côtés très simples. Des fois, tu as envie de prendre les mecs et leur dire, man, tu réfléchis trop, le feu brûle, l'eau mouille. C'est tout. Non, machin, truc, bidule. Le feu mouille, l'eau brûle. Tu lâches une pomme, elle tombe. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense parce que les gens ont beaucoup de névrose aussi. Genre, imagine si tu réussissais à convaincre les gens que la gravité, c'est le diable. Tu vois? Enfin, je vais pas dire c'est le diable parce que c'est trop facile pour les Français. Mais que la gravité, c'est intolérant, c'est haineux. Voilà, ça, c'est un sujet plus à la mode. C'est haineux la gravité. Quand tu lâches un truc, s'il tombe, c'est une forme de racisme. Mais tu verrais comment les mecs, en fait, tu serais en train de leur expliquer, man, il n'y a rien de mal, c'est juste ça tombe. Ils seraient en train de te dire, non, parce qu'en fait, c'est les étoiles, c'est la lune. Ils chercheraient à détourner, tu vois. Et ça, c'est pareil en politique, c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Man, un business, c'est tu trouves un truc que les gens veulent, tu trouves un moyen de faire venir des gens à ton business et tu le vends. C'est tout. Non, parce que c'était aussi simple et tout. Et le pire, c'est que quand c'est simple et que ça marche, ils rasent encore plus. Ouais, mais toi, ce que t'as fait, n'importe qui aurait pu le faire, t'as juste eu de la chance, non, 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 t'as juste été là au bon moment, et bah tiens, pour la peine, on va bien taxer ta mère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pas d'être français. Je, je ne veux pas dater comme un Américain. Je ne veux pas revenir à un date avec des checklists. Mais j'aimerais bien Ils datent pas comme ça, les Américains. que les Français De toute façon, la hookup culture, la dating culture, c'est un vrai cancer. deviennent un peu plus américains dans leur business. Et pourquoi pas que les Américains deviennent un peu plus français dans leur vie personnelle. D'ailleurs, je pense que Oussama Hamar se trompe complètement. Les Américains ne devraient surtout pas devenir français dans leur vie personnelle. Je vais vous donner une petite statistique. C'était une étude qui avait été faite sur l'infidélité. Il faudrait que je vous la retrouve. On a demandé à des Américains et à des Français, enfin plusieurs nationalités en fait, à quel point ils pensaient que l'infidélité était quelque chose de grave. Et dites-vous que les Américains étaient, je crois, très en haut du classement, en ce sens qu'ils pensaient que c'était très grave. Les Français, eux, étaient tout en bas, en ce sens qu'ils pensaient que c'était pas grave du tout. Donc je pense que les Américains n'ont absolument pas à aller chercher chez les Français à comprendre comment faire leur vie conjugale. De toute façon, enfin leur vie personnelle. De toute façon, la vie personnelle et la religion, c'est quelque chose qui est très lié. Or, en France, en dehors des musulmans, il n'y a presque plus du tout de religion, donc il ne faut pas s'étonner que ça parte complètement en couille. Alors qu'aux États-Unis, on a les mêmes phénomènes dans tout l'Occident, mais aux États-Unis, il y a quand même encore beaucoup de gens qui sont chrétiens, donc qui ont certaines valeurs religieuses, donc pour qui ça va mieux se passer dans la vie personnelle, que ce soit au niveau du dating, que ce soit au niveau du body count, que ce soit au niveau après du mariage, etc. Donc je pense que non, moi je pense pas que les Américains. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a
pas grand-chose. Les choses dont on devrait s'inspirer au niveau des Français, c'est les choses que les Français ont fait dans le passé. Mais précisément, les Français détestent ce que leurs ancêtres ont fait. La Révolution française, c'est la haine de notre passé, de comment on faisait les choses à l'époque, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique. En gros, c'est l'idée de dire, bah avant on était des sales racistes, obscurantistes, patriarcaux, alors que maintenant on s'est libéré de tout ça. Le problème, c'est que quand vous voyez une cathédrale, quand vous voyez du haussmannien, quand vous voyez le château de Versailles, bah c'est pas les communistes qui l'ont fait, hein. Donc, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de choses dont on puisse s'inspirer de la France moderne, en réalité. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal aux États-Unis, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont bien et dont on ferait bien de s'inspirer. Et je ne sais pas, est-ce que quand on fait une chose Allez, à la limite, il y a un truc que les Français sont peut-être mieux que les Américains, c'est au niveau de la bouffe. Il y a effectivement moins d'obésité en France qu'aux États-Unis. d'une certaine façon, on fait tout de la même façon parce qu'on est des logiciels pas très divers, moi j'ai l'impression qu'il est possible de vivre sa vie en plein de dimensions. Et qu'on le veuille ou non, les Américains ont créé la forme la plus efficiente de développement d'entreprise dans le monde. Entièrement d'accord avec lui. Les seuls qui, à l'ère du scaling, ont réussi à adapter le scaling dans toutes les dimensions de leur business. Mais c'est aussi parce que c'est une question, c'est même pas qu'une question de savoir, c'est une question de vouloir. Le ricain, il te dit, bah, j'ai une boîte, par exemple, moi, vous savez, je fais du business Airbnb. Combien, attends, putain, en plus là, j'ai un super exemple en tête. La dernière fois, je faisais une vidéo sur Airbnb et il y a un mec en commentaire. Et j'expliquais justement l'importance précisément de déléguer, de standardiser, d'automatiser, de scaler, pour que comme ça, au final, tu n'as plus rien à faire. Et il y a un mec en commentaire qui venait écrire non, 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 moi je suis dans. Il avait lui-même je crois un gîte où il était peut-être lui-même dans Airbnb, je sais plus. Moi je suis là-dedans aussi et bah, c'est pas si facile et on peut pas tout déléguer. Et ben, en réalité, hein, pour ceux qui connaissent vraiment, bah, il y a beaucoup de travail, hein. Et en fait, il y avait des gens qui lui répondaient. Et en fait, dans leur mindset, le fait que le gars soit bloqué dans son business H24, c'était un critère de qualité. C'était genre, ah, lui, il s'y connaît, hein, il est dans 15 heures par jour. Non, mec. Au début, tu vas devoir cravacher. Mais si au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, tu es toujours 15 heures par jour dans ton business, à faire le ménage, à changer des draps, excuse-moi, ce n'est pas un critère de qualité. C'est que tu n'as rien compris. Et donc, ouais, le ricain, il voit il dit, OK, là, il y a un truc à faire, je vais le déléguer. Point à la ligne. Ah oui, mais il va falloir payer des ingénieurs. Eh ben, c'est pas grave, on les paye 200 000 $ par an. C'est pas grave, parce que derrière, on fait 10 milliards. Aujourd'hui, on est en France, on est un entrepreneur et on est sérieux, et ben, je pense qu'on a une chance incroyable, avec la conférence vendredi à 20h, de pouvoir une fois pour toutes venir et comprendre ce putain de concept de scaling qui est tellement mal compris en France. Et une fois pour toutes, de l'application business. Qu'on soit un business traditionnel, une PME, je sais pas moi, une boulangerie. Alors, si vous voulez aller à sa conférence, libre à vous. Après, encore une fois, je pense que ce n'est pas une question de savoir. Ce n'est pas que les gens ne savent pas comment scale, ne comprennent pas. C'est que les gens ne veulent pas. C'est qu'il y a ce biais, et il l'a bien illustré, psychologique, qui n'est donc pas un manque de connaissances, mais un manque de volonté, de par le logiciel français. Les gens ne veulent pas. À partir du moment où ils comprennent qu'ils peuvent tout déléguer et gagner plein de fric en ne foutant rien, ils ne veulent pas. Ou bien ils se disent que c'est trop facile, donc c'est forcément faux. Ou bien même ils se disent, mais je serais un salaud de faire ça. Et ça rejoint ce qu'il disait au début. Les gens, et ça, je dis ça dans une autre vidéo aussi. Les gens, s'ils délèguent tout et ils gagnent de l'argent, alors qu'ils ont une armée, par exemple, moi dans mon business, ils ont des femmes de ménage, ils ont des plombiers, ils ont en plus dans des business où tu vas payer des gens forcément pas très cher. Les gens, moi, que j'emploie, ce n'est pas des ingénieurs. Ils vont dire, mais je suis un salaud. Il y a des pauvres femmes de ménage qui font le ménage dans mes Airbnb et moi, je gagne plein de fric à rien faire. Et ça les dégoûte d'eux-mêmes, en fait. S'ils gagnent un peu d'argent, ils ont besoin de se le justifier à eux-mêmes en trimant dedans 15 heures par jour. C'est un blocage psychologique énorme en fait. Mais c'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. Un chocolatier, un garagiste. Encore une fois, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi ça n'avait rien à voir avec le catholicisme, mais avec le communisme. Vous avez peut-être déjà vu des gauchos sur Twitter vous parler d'un concept absurde communiste qui s'appelle le vol de la plus-value. Le vol de la plus-value, c'est qu'un entrepreneur a une usine, il vend chaque pièce 1 000 €. Mais toi, il ne te paye que 20 € pour faire la pièce. Donc il y a 980 € de plus-value dessus.
Eh bien, selon le communiste, comme c'est toi qui as fait la pièce, tu devrais pouvoir toucher une partie de la plus-value de cette pièce. C'est un concept qui est absurde, puisque c'est ne rien comprendre au fonctionnement de la propriété privée, mais c'est un truc auquel les communistes croient. Et ça rejoint donc ce que je viens de dire. Les gens ne comprennent pas qu'il est parfaitement légitime et moral de gagner de l'argent en faisant travailler des gens dans ton entreprise, même si eux, leur salaire en réalité n'est pas indexé sur les résultats de ton entreprise. Il n'y a aucune raison pour que le salaire, le paiement d'un travailleur soit indexé sur les revenus de l'entreprise. Le paiement d'un travailleur, de son salaire, est indexé sur sa valeur sur le marché. Si je cherche une femme de ménage, ça coûte tant. Si je cherche un ordinateur, ça coûte tant. Si je cherche un appareil photo, ça coûte tant. Si je vais voir Sony et que je vais acheter leur appareil photo, je ne vais pas leur dire ah oui, mais attendez, en fait, moi, pour le moment, je débute, je ne gagne pas d'argent. Donc, j'estime que pendant les 6 premiers mois, votre appareil photo, il va me rapporter 0, donc vous me le faites gratuit. Puis l'année prochaine, quand je gagne de l'argent, bah, je vais vous rétribuer, je vais vous payer parce que c'est grâce à votre appareil photo. Ça serait absurde. Ou aller encore plus loin, je monte une boîte, la première année, j'estime que je ne ferai pas de chiffres, bah, je vais recruter des gens, je vais leur dire bah, écoutez, aujourd'hui, cette année, l'entreprise ne va pas faire d'argent, vous travaillez gratuitement. Ce serait complètement con. Eh bien, le revers de la médaille est vrai aussi. Si vous estimez devoir être payé alors que l'entreprise ne gagne pas encore d'argent, il n'y a aucune raison que vous soyez payé plus quand l'entreprise va gagner plus d'argent. Puisqu'encore une fois, le salaire d'un travailleur n'a aucun rapport avec les revenus d'une entreprise. Et c'est le même délire pour les entreprises où on leur dit oui, mais ils virent des gens alors qu'ils gagnent de l'argent. Ben ouais, c'est pas une charité. Si on a besoin des gens, on les recrute. Si on en a plus besoin, on les vire. Ça bloque beaucoup de Français. Tout business aujourd'hui qui a une interface avec des clients peut bénéficier de l'automatisation, de la standardisation et le fait de faire travailler ses clients pour soi. Et il n'y a aucune raison que ces méthodes simples ne soient pas implémentées. Il faut juste les comprendre, les adopter et les maîtriser. Voilà. Jeudi 20h. Et puis, pour s'inscrire, petit lien. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Checkez la description de la vidéo. Il a entièrement raison. Juste en dessous. Je vous dis la même chose, les amis. Petit lien en dessous de la vidéo.